Tu es au beau milieu de l'océan. Il est infini, mais tu ne peux pas le voir parce qu'il y a un épais brouillard tout autour de toi. Des nuages denses cachent un soleil énorme mais terne. Est-ce le jour ou la nuit? Tu ne sais pas. Tout n'est que brume grise autour de toi. Tu es seul. Même si tu essayes de plonger, au bout de plusieurs heures, tu ne verras toujours pas le fond de l'océan. Car tu es sur une planète aquatique. Ça a l'air assez étrange, mais ces mondes d'eau sont plus intéressants qu'il n'y paraît. Alors, jetons-y un coup d'œil. Une planète océan est une planète qui se compose, comme tu l'as sans doute deviné, principalement d'eau, de glace et peut-être de quelques roches. Pense aux océans de la Terre, leur sombre profondeur, la fosse des Mariannes, les créatures mystérieuses. Et maintenant, peux-tu deviner combien d'espace occupe toute l'eau sur Terre par rapport au volume total de notre planète? Seulement 0,025%. Maintenant, essaye d'imaginer un monde composé de 40 à 60% d'eau. Si tu y plonges, la profondeur peut dépasser les 100 km. Comparé à cela, la profondeur de 10 km de notre fosse des Mariannes n'a pas l'air si impressionnante. La pression y sera énorme. Elle peut atteindre jusqu'à 20 000 fois celle de l'atmosphère terrestre. Cela peut sembler effrayant, mais ce serait quand même génial d'en savoir un peu plus sur ces planètes. Heureusement, d'après les calculs des scientifiques, il pourrait y avoir beaucoup de planètes de ce type rien que dans notre galaxie. Pas besoin d'aller bien loin. Tu peux trouver ces mondes d'eau à l'intérieur même de notre système solaire. Ce ne seront pas des planètes, bien sûr, mais des lunes. Jupiter a Ganymède et Callisto, et Saturne a Titan et Encelade. L'océan peut atteindre jusqu'à 30% de la masse de ces lunes. On ne sait pas encore si ces océans sont recouverts d'une épaisse croûte de glace. Mais on a découvert un bon nombre de planètes océans à part entière. Cela s'explique par le fait que les conditions dans lesquelles ces planètes peuvent exister sont très spécifiques. Par exemple, la planète doit être 6 à 8 fois plus grande que la Terre. Si elle est plus petite, elle aura une surface rocheuse. Et si elle est plus grosse, elle se transformera en géante gazeuse. En même temps, elle doit se trouver dans la zone habitable de son étoile. Un peu plus loin, et la planète se transforme immédiatement en une géante glacée ou en une super terre froide. Bref, ces planètes sont très exigeantes. On a commencé à les explorer dans les années 1970. Mais depuis, on n'en a trouvé que quelques-unes. Quoi qu'il en soit, elles sont toujours très intéressantes. La première est Gliese 1214b. C'est la toute première planète océan que nous avons découverte. Au départ, les scientifiques n'ont remarqué qu'un petit point lumineux. Ce point s'est avéré être l'étoile naine rouge Gliese 1214. Une étoile tout à fait ordinaire, 5 fois plus petite que notre Soleil et 300 fois plus terne. Les scientifiques l'ignoraient plus ou moins, mais en 2019, ils ont remarqué que cette étoile possédait une seule planète. Et cette planète s'est avérée être assez étrange. Cette super-Terre est 2,5 fois plus grande que notre Terre et 6,5 fois plus lourde. Mais en même temps, elle a une très faible densité et à peu près la même gravité que notre planète. En d'autres termes, il n'y a presque pas de roches et de métaux sur cette planète. Mais ce n'est pas non plus une géante gazeuse. Il ne reste donc qu'une seule option. Elle est recouverte d'eau et de glace. Et c'est ainsi qu'on a découvert la première planète océanique. En fait, on suppose seulement qu'elle est composée d'eau. C'est en tout cas ce que disent les calculs mathématiques. En réalité, cette planète est assez déroutante. Elle est difficile à explorer et, jusqu'à présent, les scientifiques n'ont rien pu y trouver. Pas d'hydrogène, pas d'hélium, pas d'eau. C'est parce que la couche extérieure de l'atmosphère de cette planète est très dense et qu'elle cache parfaitement sa composition. Malgré tout, c'est probablement un monde d'eau. Gliese 1214b est très proche de son étoile, à seulement 0,014 unités astronomiques de distance, ce qui est moins que la distance entre la Lune et nous. L'année y dure environ 36 heures, et les températures y sont tout simplement brûlantes. Les scientifiques suggèrent que la température moyenne là-bas peut atteindre 250 à 535 degrés Fahrenheit. Tu te souviens de notre description initiale d'une planète océan? En réalité, passer du temps sur Gliese 1214b serait un peu différent. Ce serait plutôt comme nager dans une chaudière à vapeur. À cause de ces températures insensées, l'océan à la surface est constamment dans un état proche de l'ébullition sans vraiment l'atteindre. Alors, imagine que tu descends à la surface de cette planète en volant à travers des nuages de vapeur. Et puis, tu te retrouves soudain dans l'eau. Mais quand cela s'est-il produit? Sur Gliese 1214b, la frontière entre la vapeur et l'eau est très floue.
Bien sûr, tu ne pourras pas nager jusqu'au fond de cet océan, mais il est fort probable que le fond soit recouvert d'une couche très épaisse de ce qu'on appelle la glace chaude. C'est comme de la glace ordinaire, mais elle ne se soucie pas vraiment des lois de la physique. Alors, elle ne fond pas, même à des températures très élevées. Et l'épaisseur de cette glace peut atteindre jusqu'à 5000 km. C'est tout pour l'effrayante Gliese 1214b. Maintenant, même si on ne peut pas garantir à 100% qu'il s'agit d'un monde aquatique, nous avons un autre candidat pour ce titre. Il s'agit d'une planète récemment découverte appelée TOI 1452b. Située dans la constellation du Dragon, elle se trouve à près de 100 années-lumière de nous. Elle a été découverte à l'aide du télescope TESS par un groupe de chercheurs de l'Université de Montréal. Cette planète appartient également à la classe des super-Terres. Elle est 7 fois plus grande que notre planète, mais 48 fois plus lourde, avec toutefois une densité très faible. Pour cette raison, les scientifiques ont suggéré que la quasi-totalité de la planète est constituée d'un océan géant. Ici, on a un peu plus de chance. Ce monde ne sera pas seulement une flaque géante et de la glace épaisse. Sur cette planète, il y a probablement une surface rocheuse profondément enfouie sous l'eau, comme dans un océan typique. Mais ne t'emballe pas trop, cet océan sera certainement très différent de ce à quoi nous sommes habitués. TOI 1452b est aussi en orbite autour d'une petite naine rouge. Et pas seulement une, mais deux à la fois. Et si la planète précédente était proche de son Soleil, celle-ci, au contraire, en est très éloignée. Elle est 2,5 fois plus éloignée de ses étoiles que Pluton ne l'est du Soleil. Et elle se déplace à grande vitesse. Une année y dure seulement 11 jours. On ne sait pas encore grand-chose sur cette planète. On obtiendra probablement de nouvelles informations lorsque les scientifiques l'auront observée avec le télescope James Webb. Et maintenant, la question qui te brûle les lèvres. La vie peut-elle exister sur ce genre de planète ? C'est une question délicate. On sait tous que l'eau est synonyme de vie. D'autant plus que ces planètes se trouvent dans les zones habitables de leurs étoiles. Donc, potentiellement, oui, il peut y avoir de la vie. Pas des civilisations à part entière, bien sûr, mais pourquoi pas des bactéries, des poissons et quelques monstres géants et effrayants. En fait, c'est très peu probable. L'eau seule ne suffit pas à créer la vie, même si elle est très importante. Il doit aussi y avoir des micro-éléments et des minéraux. Et malheureusement, pour la plupart des planètes d'eau, elles ne sont constituées que d'eau et de glace très épaisse, mais pas de minéraux. Mais tout espoir n'est pas perdu. Il ne faut pas oublier les météorites et les comètes qui peuvent apporter les minéraux nécessaires à la planète. Plus elles s'y écrasent souvent, plus la probabilité est grande qu'elles apportent quelque chose comme ça dans l'océan et donc qu'elles créent la vie. Deuxièmement, TOI 1452b possède réellement ces minéraux. On ne sait pas à quelle profondeur se trouve le fond rocheux à cet endroit. Mais s'il existe, alors quelque chose a sûrement pu y naître. Espérons que de nouvelles recherches avec de puissants télescopes nous permettront de découvrir la vérité. Et qui sait, peut-être qu'un jour nous pourrons nous-mêmes visiter une telle planète. À ce jour, la seule vie dont nous soyons certains de l'existence, dans l'univers tout entier, se trouve sur la planète Terre. Que cette vie soit intelligente est, disons, discutable. Quoi qu'il en soit, il n'est pas surprenant que nous recherchions inlassablement la vie sur d'autres planètes. Jusqu'à présent, on en a découvert plus de 4000. Mais ce qui est plus impressionnant encore, c'est que la NASA a compilé une nouvelle liste de 24 planètes qui ne sont pas seulement semblables à la Terre, elles seraient meilleures que notre planète natale. Les conditions y sont si bonnes qu'elles seraient plus confortables que chez nous. Examinons quelques-unes d'entre elles. KOI 5715.01. Cette merveilleuse planète se trouve dans la constellation du Cygne. Et pourquoi est-elle si merveilleuse ? Eh bien, notre Soleil est une naine jaune. Or, même s'il n'est pas si mauvais pour entretenir la vie, certaines étoiles le font mieux. La planète KOI 5715.01 est en orbite près d'une naine orange. Les naines oranges sont des étoiles légèrement plus petites que notre Soleil, avec une luminosité un peu plus faible. Cela ne veut pas dire que nous allons vivre dans une obscurité totale. En fait, si la planète se trouve plus près du Soleil et qu'elle a une atmosphère plus épaisse, elle pourrait même être plus claire et plus colorée que la Terre. Notre Soleil a une espérance de vie très courte. Actuellement, il ne lui reste plus que 7 à 8 milliards d'années à vivre, soit un peu plus que l'âge de la Terre. Les naines oranges, quant à elles, peuvent vivre 45 à 70 milliards d'années.
Donc, non seulement nous pourrons traîner plus longtemps sur cette planète, mais les planètes autour de ces étoiles ont plus de temps pour développer la vie. Dans l'idéal, il faudrait trouver une planète à côté d'une naine orange et âgée d'environ 7 milliards d'années. Il est très probable qu'il y ait au moins quelques organismes là-bas. KOI 5715.01 a environ 5,5 milliards d'années. Certes, elle ne semble peut-être pas assez mature, mais ce n'est pas si grave. Notre Terre est 1 milliard d'années plus jeune, et ça ne nous a pas arrêtés. La planète est assez proche de son étoile et se trouve dans une zone habitable. Une année là-bas dure 190 jours. Imagine que tu ailles encore à l'école primaire et que tu aies déjà ton permis de conduire. Elle est presque 2 fois plus grande que la Terre. La température y est de 11 degrés, ce qui est légèrement inférieur à la nôtre, 14 degrés. Mais il fait probablement plus chaud là-bas, car la forte gravité l'aide à conserver plus longtemps la chaleur dans son atmosphère. Le problème, c'est qu'elle est un peu loin, à 3000 années-lumière de la Terre précisément, ce qui fait environ 29 milliards de kilomètres. Donc, n'oublie pas ton pique-nique. Maintenant, la planète KOI 3010.01 se trouve à côté de l'étoile KOI 2010. Et elle semble être un monde bien agréable. La température moyenne sur cette planète est de 19 degrés. Elle est donc un peu plus chaude que la nôtre. Mais c'est une bonne chose. Les scientifiques pensent que sur une planète parfaite, la température devrait être d'environ 5 degrés plus chaude que sur Terre. Plus il y a de chaleur sur la planète, plus il est confortable d'y vivre. Et aussi, plus les chances de développer la vie sont élevées. Le rayon de cette planète est presque 1,5 fois plus grand que celui de la Terre. Il y a une certaine atmosphère, bien que nous ne soyons pas encore sûrs de sa composition, mais elle est probablement similaire à celle de la Terre. Les scientifiques pensent que nous y trouverons un océan et qu'il peut couvrir jusqu'à 60% de la surface. Or, dans un monde parfait, l'eau et la terre devraient être réparties de façon plus égale que sur notre planète. Un peu plus de terre signifie un peu plus de territoire et de ressources. Cette planète est en fait très similaire à la Terre. La ressemblance est si frappante que les scientifiques pensent que nous avons 84% de chances d'y trouver de la vie. Bien sûr, pas forcément une forme de vie intelligente, mais au moins quelques animaux. Génial, non? À quoi penses-tu qu'il pourrait ressembler? Une planète très semblable à la Terre, mais avec une gravité plus forte. Si un animal y vit, il est probablement trapu avec de petites pattes très puissantes, ce qui est à la fois adorable et effrayant. Mais nous ne pourrons pas découvrir la vérité de sitôt. Jusqu'à présent, pour nous, ces planètes sont des points microscopiques dans l'espace. Nous n'avons que quelques données ennuyeuses à leur sujet, et nous ne savons pas à quoi elles ressemblent. Nous devrons attendre de trouver un moyen de nous rapprocher de ces planètes. Kepler 186f est aussi l'une des candidates les plus sérieuses pour abriter la vie. Cette planète plutôt mignonne a été surnommée la cousine de la Terre, car elle lui ressemble fortement. Ces deux planètes sont en effet comme des sœurs, mais pas vraiment jumelles. Kepler 186f tourne autour d'une naine rouge. Les naines rouges sont des étoiles encore plus ternes et plus petites que les naines oranges. Elles vivent aussi très longtemps, mais leur luminosité est très faible. Cependant, Kepler 186f est plus proche de son étoile que nous ne le sommes de notre Soleil. Alors, il ne devrait pas faire trop sombre là-bas. En tout cas, pas une nuit perpétuelle. Le ciel de cette planète sera certainement d'une nuance de rouge inhabituelle, comme les couchers de soleil sur Terre. Qu'est-ce que tu en penses? Tu aimerais vivre sur une planète avec un coucher de soleil éternel? La taille de cette planète est à peu près la même que celle de la Terre. Pas mal, mais pas parfait. Pourquoi? Parce que les planètes les plus adéquates sont celles qui sont plus grandes que la Terre et qui ont une gravité plus forte. Tu te dis probablement, mais ne sera-t-il pas plus facile d'y marcher et encore plus difficile de sortir du lit le lundi matin? Certes. Mais d'un autre côté, cette planète attirera mieux l'atmosphère, qui sera plus épaisse et plus dense. Cela signifie plus de protection contre les dangers de l'espace, plus d'oxygène et plus de chaleur. Sans oublier le fait que les plus grosses planètes offrent plus d'espace pour s'installer. Génial, non? Mais bien sûr, la taille de la Terre est aussi très bien adaptée. Un autre fait intéressant est que l'inclinaison de Kepler 186f est à peu près la même que la nôtre. Cela signifie qu'il devrait y avoir des saisons stables et un cycle jour-nuit normal. Sais-tu à quel point l'inclinaison de la planète est importante? Regardons Mars. Elle se trouve aussi dans la zone habitable de notre Soleil. Mais son inclinaison est très instable. Et par conséquent, tout l'océan qui aurait pu s'y trouver autrefois s'est maintenant complètement asséché.
Aujourd'hui, ce n'est qu'un désert rouge et il n'y a pas de vie. Du moins, pas à notre connaissance. Mais tu vois à quel point ces petits détails sont importants? Cette planète est aussi très éloignée de nous, 490 années-lumière. Cela fait environ 5 milliards de kilomètres. Donc, là aussi, nous allons devoir attendre le voyage intergalactique. Kepler 62e et Kepler 62f étaient appelés les plus semblables à la Terre avant que nous ne découvrions Kepler 186f. Elles sont très comparables à notre planète. Kepler 62e est environ 1,5 fois plus grande que la Terre, et Kepler 62f est à peine plus petite que cela. Elles sont situées dans la constellation de la Lyre à environ 1200 années-lumière de nous. Elles sont toutes deux en orbite autour d'une naine rouge. Une année sur Kepler 62e dure environ 122 jours, encore moins que sur la première planète dont nous avons parlé. Les scientifiques pensent que 62e et 62f sont toutes deux des sortes de mondes d'eau, des endroits principalement, voire complètement, chauds et recouverts d'eau. S'il y a des terres là-bas, ce ne sont probablement que des îles. Un monde entièrement constitué d'îles. Un rêve pour certains et un cauchemar pour d'autres. Mais si tu es un fan des animaux marins anciens, imagine à quel point ils pourraient être gigantesques là-bas. Il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur cette planète. A-t-elle une surface? Quelle est sa composition? Sa densité? Un jour, nous pourrons peut-être répondre à ces questions. Voilà, c'est tout pour les super-terres. Bien sûr, la liste originale est bien plus longue, et tu peux aller la consulter sur Internet. Et le plus beau dans tout ça, c'est que ce sont des planètes qui sont meilleures que la Terre. Mais nous connaissons aussi des milliers d'autres exoplanètes qui sont juste assez proches de la nôtre. Et il y a de fortes chances que quelques-unes d'entre elles abritent au moins une forme de vie. Mais elles se trouvent très très loin, alors nous n'avons aucun moyen de le vérifier pour le moment. Peut-être qu'un jour, nous trouverons des créatures sympas sur plusieurs d'entre elles. Extrêmement chaud et follement rapide. Eh oui, c'est tout moi. Mais attends, tu voulais parler de l'espace ? Bon, d'abord, on a découvert 51 PEG-V, une exoplanète qui tourne autour d'une étoile semblable à la nôtre. Une exoplanète est une planète en dehors de notre système solaire qui tourne autour d'une étoile qui n'est pas le Soleil. Cette planète est complètement différente de tout ce que nous avons trouvé jusqu'à présent. Elle a presque le même diamètre que Jupiter, mais la moitié de la masse de cette géante gazeuse. Il ne faut que 4 jours à cette exoplanète pour tourner autour de son étoile, ce qui nous a paru incroyable. C'était définitivement trop rapide pour quelque chose d'aussi massif. Et puis les scientifiques ont commencé à découvrir ce qu'ils ont nommé des Jupiters chauds partout dans l'espace. De nombreuses géantes gazeuses brûlantes se trouvaient à seulement quelques millions de kilomètres de leur étoile. Parfois, 2 ou 3 corps spatiaux orbitaient de très près autour de leur étoile, et beaucoup étaient plusieurs fois plus gros que la Terre. Les systèmes solaires où ils ont trouvé ces Jupiters chauds ne ressemblent pas aux nôtres. Nous avons un système bien ordonné, avec des petites planètes rocheuses à l'intérieur et de grosses géantes gazeuses à l'extérieur. Et presque toutes orbitent paisiblement autour du Soleil, en suivant leur propre trajectoire. Tout est donc en ordre. Lorsqu'une étoile se trouve dans la première phase de sa formation, elle crée un disque de gaz, de débris et de poussière autour d'elle. On appelle ça un disque d'accrétion. Ces gaz sont lentement attirés vers l'étoile en raison de ses forces gravitationnelles, et cela conduit à une sorte de tourbillon stellaire. Les parties extérieures du disque sont plus denses en gaz que le centre. Avec le temps, l'effet tourbillon devient encore plus puissant. La même chose se produit avec les Jupiters chauds, ce qui fait que ces géantes gazeuses se mettent à orbiter beaucoup plus vite que normalement. Cela les entraîne aussi vers leur étoile en une spirale de plus en plus étroite. Heureusement, notre Jupiter n'est pas devenu un Jupiter chaud. Notre géante gazeuse a commencé sa vie sous la forme d'un astéroïde glacé de la taille de la Terre, ce qui est différent de la façon dont les Jupiters chauds se forment habituellement. À l'époque de sa prime enfance, Jupiter était environ 4 fois plus éloigné du Soleil qu'aujourd'hui, quelque part entre Uranus et Neptune. Environ 2 à 3 millions d'années après sa formation dans le disque d'accrétion de notre Soleil, Jupiter a entamé une phase de 700 millions d'années que les astronomes appellent le Grand Tac. Le tac, ou virement de bord, est la manœuvre qu'effectue un bateau lorsqu'il se dirige vers une bouée et qu'il la contourne en glissant. Ensuite, il accélère et se dirige vers l'endroit d'où il vient. C'est donc ce que Jupiter a commencé à faire.
Et dans ces migrations orbitales de plus en plus serrées, la gravité de cette planète aurait pu déplacer de nombreux astéroïdes et autres corps spatiaux, déformer les orbites des grandes planètes et provoquer des collisions et le chaos. Le grand axe de Jupiter aurait détruit de nombreux corps spatiaux. C'est un scénario qui aurait pu arriver, mais heureusement, Jupiter a changé de cap et est devenue la géante gazeuse pacifique que l'on connaît. Neptune, Uranus et Saturne se sont elles aussi lancées dans ce processus chaotique. Saturne est même devenue si grosse que sa gravité a commencé à éloigner Jupiter de son orbite. Mais après un certain temps, les orbites de ces géantes gazeuses se sont stabilisées. Ensuite, elles ont réussi à évacuer les gaz qui subsistaient entre elles. Et comme ces gaz servaient en quelque sorte de carburant pour la migration des planètes, Jupiter et Saturne ont finalement pu s'installer sur les orbites stables que nous leur connaissons aujourd'hui. De temps en temps, Jupiter peut encore envoyer 1 ou 2 astéroïdes glacés sur les planètes intérieures. Lorsque notre planète était plus jeune, cela a même pu être l'un des processus ayant participé à la formation des océans. Mais Jupiter est beaucoup plus calme aujourd'hui. Les forces gravitationnelles de Saturne ont modéré la situation et la maintiennent sous contrôle. Maintenant, Jupiter est notre protectrice. Sa masse est 2,5 fois supérieure à celle de toutes les autres planètes de notre système solaire réunies. C'est une sorte de bouclier gravitationnel qui orbite autour de la partie intérieure du système solaire. Jupiter détourne les débris et les astéroïdes loin des planètes intérieures, Mercure, Vénus, Terre et Mars, assurant notre sécurité à tous. Grâce à cela, la Terre a toujours été protégée. Notre planète a donc eu suffisamment de temps pour évoluer vers des formes de vie complexes, et elle n'a pas été détruite par des astéroïdes, des Jupiters chauds ou d'autres corps spatiaux. Jupiter n'est pas la seule planète qui aurait pu entrer en collision avec la Terre. Les scientifiques pensent que Mercure pourrait avoir été impliqué dans un accident avec notre planète. Mercure est la planète la plus intérieure de notre système solaire. C'est la plus proche du Soleil et la plus petite planète existante. Et elle continue à devenir de plus en plus petite. Aujourd'hui, son diamètre est inférieur d'environ 14 km par rapport à sa taille d'il y a 4 milliards d'années. Les scientifiques pensent que cela pourrait être dû au fait que le noyau de cette planète est composé de fer, et ce fer se refroidirait et deviendrait solide, ce qui réduirait lentement la taille de la planète. Mercure est la planète qui compte le plus grand nombre de cratères dans notre système solaire. Son atmosphère est très peu dense, elle ne peut donc rien faire pour protéger la planète contre les météores. Le plus grand cratère à la surface de Mercure fait au moins 1550 km de diamètre. Cela correspond à l'Europe occidentale, de l'Allemagne jusqu'au Portugal. L'objet qui a formé un tel cratère devait faire au moins 100 km de long. Avec tous ces cratères, Mercure ressemble à notre Lune. Cette planète tourne autour du Soleil plus rapidement que les autres, donc une année sur Mercure dure environ 88 jours terrestres. Cela signifie qu'on y fête son anniversaire tous les 3 mois environ. En même temps, la planète tourne si lentement sur elle-même qu'une journée sur Mercure dure presque 59 jours terrestres. Il faut attendre longtemps avant de pouvoir aller se coucher. Il y a un morceau de Mercure sur notre planète. En 2012, une météorite verte a été trouvée dans un marché du Maroc. Les scientifiques ont étudié sa composition et ont conclu qu'elle pouvait provenir de Mercure. Mercure n'a pas de lune, à cause de sa petite taille et de sa faible gravité. De plus, la planète est trop proche du Soleil. Au fait, la seule autre planète sans lune de notre système solaire est Vénus. Mercure a une croûte très fine, comme une bonne pizza. Selon l'une des théories concernant la formation de cette planète, il y aurait eu une collision majeure au cours de laquelle elle aurait perdu la majeure partie de sa croûte. Cela pourrait aussi avoir déplacé Mercure hors de sa zone d'origine. Ce ne serait pas inhabituel. Les géantes gazeuses de notre système solaire ne se sont pas non plus formées à l'endroit où elles se trouvent aujourd'hui. Mercure a aussi une orbite excentrique, ce qui signifie qu'elle pourrait avoir été éjectée de son ancienne orbite et déplacée sur une nouvelle. Les scientifiques pensent aussi que Mercure a pu entrer en collision avec la Terre dès débuts. Selon une théorie, c'est ainsi que la Lune se serait formée, à partir de toute la matière qui se serait envolée lors de l'énorme collision. Il pourrait même y avoir eu des morceaux de la croûte de Mercure dans le mélange. Les exoplanètes Kepler 107b et Kepler 107c orbitent autour d'une étoile similaire à notre Soleil dans le système Kepler 107. Cette étoile se trouve à environ 1700 années-lumière de nous. Ces planètes ont des tailles presque identiques, toutes deux ayant un rayon faisant 1,5 fois celui de la Terre.
Mais l'une d'entre elles, Kepler 107c, est presque 3 fois plus dense que l'autre. C'est parce que leurs compositions sont différentes. Certains scientifiques pensent que Kepler 107b est moins dense car elle serait un jour entrée en collision avec une autre planète inconnue. Ce choc puissant aurait emporté une partie de sa surface et laissé derrière lui un noyau très dense et riche en fer. Une énorme comète a frappé Neptune il y a environ 200 ans. Mais comme Neptune n'est pas une planète rocheuse avec une atmosphère ténue comme Mars ou Mercure, il est plus difficile de trouver des preuves de cet impact. Mais une comète appelée Shoemaker-Levy 9 a éclaté en 1994 et s'est écrasée sur Jupiter. Les astronomes ont réussi à enregistrer cet événement. Cela les a aidés à en savoir plus sur les éléments et les molécules que les diverses collisions ont laissés dans l'atmosphère de Jupiter au cours du temps. Ces informations ont permis aux scientifiques de comprendre que la quantité de monoxyde de carbone présente dans les couches supérieures de l'atmosphère de Neptune est plus élevée que dans ses couches inférieures. Cela signifie qu'une grosse comète a probablement frappé la planète dans le passé, étant donné que les comètes contiennent du monoxyde de carbone dans leur queue glacée. Quelque chose d'énorme a également percuté Uranus, changeant cette planète à jamais. Un objet spatial 2 fois plus grand que la Terre a heurté la géante de glace. Cela lui a donné l'inclinaison qu'on lui connaît. On dirait qu'elle tourne couchée sur le côté. Uranus est extrêmement froide, bien plus froide que ce qu'elle est censée être. Cela pourrait signifier que l'objet qui l'a percuté était une jeune protoplanète composée de glace et de roches. De plus, certains des débris de cette collision ont peut-être créé une fine enveloppe autour d'Uranus. Cette enveloppe retient encore la chaleur qui provient du noyau. D'étranges impulsions d'énergie bombardent toute notre galaxie et elles proviennent de l'autre côté de l'univers. Au cours de la dernière décennie, les scientifiques ont observé des éclairs de lumière bizarres se dirigeant vers notre planète. Ce phénomène s'appelle sursaut radio rapide ou FRB. Ces signaux traversent quelques milliards d'années-lumière de poussière et de gaz. C'est un chemin plutôt long. Jusqu'à présent, personne n'a découvert ce qui est à l'origine de ces sursauts. Il existe plusieurs théories sur l'apparition de la Lune dans notre ciel. Et récemment, une nouvelle idée a émergé. Mais avant de parler de cette nouvelle venue, examinons les hypothèses les plus populaires concernant la formation de la Lune. Selon la théorie de la capture, le satellite naturel de la Terre aurait d'abord été un corps errant, un peu comme un gros astéroïde. Il se serait formé ailleurs dans le système solaire avant d'être capturé par la gravité de notre planète au moment où il passait à proximité. L'hypothèse de l'accrétion suggère que la Lune s'est formée en orbite autour de la Terre en même temps que notre planète, apparue dans l'obscurité du cosmos. La théorie de la fission, quant à elle, affirme qu'à un moment donné de son développement, la Terre tournait tellement vite qu'une partie de sa matière s'est détachée et s'est mise à orbiter autour d'elle. Enfin, la théorie de l'impact géant, la plus populaire actuellement, affirme que la Lune s'est formée lors d'une collision entre la Terre et une autre planète hypothétique appelée Theia, qui était beaucoup plus petite, probablement de la taille de Mars. Les débris qui en ont résulté se sont mis en orbite autour de la Terre et ont formé la Lune. Passons maintenant à la nouvelle théorie que nous vous avons annoncée. Selon elle, notre satellite se serait formé immédiatement, en quelques heures, après la collision entre la Terre et Theia. La matière des deux planètes aurait été projetée directement dans l'orbite de la Terre juste après l'impact. Elle aurait formé la Lune et laissé des traces à l'intérieur de notre belle boule bleue. Dans les scénarios précédents, on pensait que les restes de Theia avaient été dispersés dans l'espace et s'étaient mélangés à un peu de matière provenant de notre propre planète. Mais alors, pourquoi observe-t-on des similitudes aussi frappantes entre la composition de la Lune et celle de la Terre ? Se pourrait-il que Theia ait été semblable à la Terre d'un point de vue isotonique et chimique ? C'est peu probable. Mais selon notre nouvelle théorie, davantage de matériaux terrestres auraient été utilisés pour créer la Lune, en particulier ses couches extérieures. Cela pourrait expliquer cette similitude de composition. Une autre théorie tente d'expliquer cette mystérieuse similitude, le modèle synestien. Selon elle, notre satellite se serait formé à l'intérieur d'un tourbillon de roches vaporisées lors de la collision. Mais cette théorie ne permet pas d'expliquer l'orbite actuelle de la Lune. La nouvelle théorie, en une seule étape, nous offre des explications plausibles pour les similitudes de composition et l'orbite de la Lune. Elle pourrait également apporter des réponses à des mystères non résolus jusqu'à présent. Comme ce scénario place la Lune sur une orbite plus large et lui confère un noyau non entièrement fondu, il pourrait expliquer l'inclinaison de l'orbite du satellite et la minceur de sa croûte. Quoi qu'il en soit, pour confirmer l'une de ces théories,
il faudra analyser les futurs échantillons lunaires qui seront ramenés sur Terre par les prochaines missions Artemis de la NASA. Les scientifiques auront ainsi accès à des matériaux provenant des profondeurs de la Lune et ils pourront comparer si les données réelles correspondent au scénario proposé. Par le passé, les missions Apollo ont déjà ramené environ 1/3 de tonnes de roches et de terre provenant de notre satellite. Ces échantillons ont montré que la Terre et la Lune présentèrent des similitudes chimiques remarquables. Ils ne peuvent que suggérer une chose. Ces objets spatiaux ont eu une histoire commune. Si la Lune avait été formée ailleurs et avait ensuite été capturée par la gravité de notre planète, sa composition serait très différente de celle de la Terre. Mais si elle avait été créée en même temps que la Terre, ou si elle s'était détachée de notre planète, le type et la proportion de minéraux sur la Lune seraient moins les mêmes que dans nos contrées. Mais ils sont un peu différents. Les minéraux de la Lune contiennent moins d'eau que leurs homologues terrestres. Le satellite est également plus riche en matériaux qui se forment rapidement à haute température. C'est pourquoi le modèle de formation de la Lune le plus accepté aujourd'hui est celui de l'impact géant. Les météorites provenant de la Lune sont également une grande source de données pour l'étude des origines de notre satellite. Elles peuvent nous en apprendre encore plus sur la Lune que les échantillons d'Apollo. En effet, ces météorites proviennent de toute la surface de la Lune. Les échantillons d'Apollo, quant à eux, ont été collectés à un seul endroit, près de l'équateur, sur la face visible de la Lune. Hé, réveille-toi, vite, écoute ça. C'est un signal FM de 5 secondes provenant des lunes de Jupiter. Tu cherches à tâtons ton téléphone et tu informes tes collègues. Ils s'affolent de la nouvelle et se précipitent au laboratoire. Tu es un scientifique qui travaille avec la sonde Juno, chargé d'explorer Jupiter depuis des années. Mais c'est la première fois que tu es témoin de quelque chose d'aussi inhabituel. Ganymède est la plus grande lune de Jupiter et aussi la plus grande de notre système solaire. Si ce corps spatial n'était pas en orbite autour de Jupiter, il serait classé comme une planète. Elle est même plus grande que Mercure et Pluton. Ce qui distingue cette lune des autres est le fait qu'elle possède son propre champ magnétique. Elle est née il y a environ 4,5 milliards d'années, ce qui signifie qu'elle est aussi vieille que Jupiter elle-même. Ce corps spatial de la taille d'une planète met 7 jours terrestres pour tourner autour de sa propre planète. Tout le monde se rassemble au laboratoire, attendant impatiemment que tu passes l'enregistrement du signal venant de l'espace. Tes collègues se mettent au travail, essayant de trouver la source de ce son mystérieux. Environ 40% de la surface de Ganymède est sombre, avec des cratères éparpillés un peu partout, et 60% est de couleur claire. On y trouve des formations qui ont probablement été causées par une activité tectonique ou par la libération d'eau sous la surface. Les scientifiques ont réussi à découvrir une fine couche d'oxygène piégée dans l'atmosphère de cette lune. Les températures y sont extrêmement basses, entre moins 110 degrés et moins 130 degrés. On n'a pas beaucoup d'informations sur le comportement de la Lune ou sur les éléments chimiques qu'elle recèle. Certains de tes collègues essaient de recréer les mêmes conditions que celles qui existaient lorsque le son a été transmis. Pendant des heures, ils restent assis à attendre, mais rien. C'était peut-être un coup de chance. Tu arrives au poste de contrôle et tu actives la sonde spatiale Juno. Les objectifs principaux de cette mission sont d'observer la gravité de Jupiter, les champs magnétiques, l'atmosphère et l'évolution de la planète. D'ailleurs, nous avons aussi des preuves que la plus grande lune de Jupiter évolue. Comme elle est entourée d'un champ magnétique, des aurores boréales y apparaissent en permanence. Ce sont des gaz incandescents qui encerclent les pôles nord et sud de la Lune. Si la vie existait dans un tel endroit, elle se développerait probablement au fond de l'océan très salé de Ganymède. Pendant longtemps, les scientifiques ont pensé que le Soleil était un élément crucial pour créer la vie. Mais aujourd'hui, nous savons que certains organismes vivent au fond des océans. Ceux-ci se débrouillent très bien sans lumière du soleil. Les océans de notre planète regorgent de créatures parmi les plus bizarres, de toutes formes et de toutes tailles. Les lys de mer vivent à quelques 3000 mètres sous l'eau. Ils ont reçu ce nom parce qu'ils ressemblent à des fleurs. Sauf que ce ne sont pas des plantes, mais des animaux. Ne te laisse pas tromper par leurs tiges et leurs feuilles. Ce sont des parties de leur corps équipées de terminaisons nerveuses afin de détecter la nourriture autour d'eux. Les requins lutins font probablement partie des requins les plus étranges vivant au fond de l'océan. Ils peuvent atteindre 3,50 m de long et ont un museau très inhabituel. Maintenant, regarde la baudroie. Elle a une boule bioluminescente sur la tête pour attirer ses proies et se diriger dans les sombres fonds marins. C'est une lampe de poche naturelle qui n'a jamais besoin de nouvelles piles. Mais seules les femelles en sont dotées. Le blobfish est un autre animal bizarre vivant au fond de l'océan. Il peuple les océans Atlantique, Pacifique et Indien à 2700 mètres de profondeur.
Quoi qu'il en soit, même si tu as demandé à tout le monde de garder la nouvelle confidentielle, elle transpire dans les médias d'une façon ou d'une autre et devient un nouveau sujet brûlant. Tu reçois un appel d'une agence de presse. Ils veulent t'interviewer sur cette découverte qui pourrait prouver que la vie existe dans l'espace. Le lendemain, tu te rends à la chaîne d'information pour parler de ta découverte. Tu as tout un public en direct dans le studio qui observe chacun de tes mouvements, même lorsque tu tends la main pour attraper ton verre d'eau. L'équipe se précipite pour faire quelques vérifications de dernière minute avant que tu ne sois en direct à l'antenne. La maquilleuse fait quelques dernières retouches, l'ingénieur du son te demande de tester ton micro une fois de plus. Plusieurs des producteurs sont assis sur les sièges de devant. Des lumières vives inondent le studio. Le compte à rebours est lancé. 3, 2, 1 et... On te présente et l'animateur te demande d'expliquer ce que tu as entendu. Tu leur parles de la sonde spatiale Juno qui orbite autour de Jupiter. Après quelques questions, l'animateur aborde enfin la plus redoutée de toutes. Le son mystérieux pourrait-il provenir d'une autre civilisation? Tout le monde retient son souffle, attendant que tu répondes. Tu te figes, ne sachant pas quoi dire. Même si la pression au fond de l'océan est 1000 fois plus forte qu'à sa surface, la vie parvient à s'y développer. Les algues, qui sont considérées comme un mets délicat dans le monde océanique, ne sont pas comprises dans le menu pour les créatures des profondeurs en raison du manque de lumière solaire. Beaucoup de ces habitants des fonds marins doivent se contenter des restes qui descendent des couches supérieures de l'océan. Les températures glaciales et la pression intense ont modifié les cellules de ces créatures. Elles sont devenues plus résistantes que celles du poisson standard. Les bactéries ont développé leurs propres moyens de survie. Des études montrent qu'elles se nourrissent de certains gaz et produits chimiques comme le soufre et le dioxyde de carbone. Du méthane et de l'hydrogène sont libérés lorsque les plaques tectoniques se déplacent les unes contre les autres. Et certaines de ces bactéries se nourrissent aussi de ces gaz. Les tardigrades, également connus sous le nom d'oursons d'eau, sont des créatures microscopiques qui peuvent vivre et prospérer dans des conditions extrêmes. On peut en trouver dans les volcans, les glaciers et même dans le vide de l'espace. Ce qui signifie que certaines formes de vie pourraient bien exister sur Ganymède. Tu expliques cela à ton public. Puis, tu mentionnes que tu n'as pas assez d'informations pour déterminer si c'est une autre civilisation ou un phénomène naturel qui a produit ce son. Cela ne veut pas dire que le fond des océans glacés de Ganymède ne regorge pas de ses propres créatures bizarres et étranges. On y trouve peut-être des bêtes légendaires comme le kraken ou le léviathan. Ou des poissons luisants bizarres avec 2 têtes, des tentacules et une grande nageoire. Ou des crabes géants. Les bactéries qui s'y trouvent pourraient être aussi variées que les nôtres. Les plantes, si elles existent, doivent être assez fortes pour survivre aux températures négatives. Les animaux pourraient être aussi grands que nos baleines bleues ou aussi petits que le plancton. Après l'interview, tu retournes au laboratoire pour examiner les enregistrements une fois de plus. En rentrant chez toi, tu vois des affiches de toi avec des titres comme « Ne sommes-nous pas seuls ?» Tu es devenu une célébrité. De nombreux passants prennent des photos de toi, plusieurs agences t'ont contacté pour d'autres interviews. Certains magazines scientifiques veulent même te mettre en couverture en tant que personnalité de l'année. Chaque fois que tu vas au travail, tu attends que le son se produise à nouveau, mais rien. Tu envoies un signal depuis la sonde Juno pour essayer d'établir une sorte de contact avec ce qui a produit le son. Rien. Cette nuit-là, tu t'endors une fois de plus sur ton bureau. Une idée fulgurante te réveille au milieu de la nuit. Il y a peut-être quelque chose qui t'a échappé. Tu refais tes calculs et tu réalises que la réponse était sous tes yeux depuis le début. Ce n'est pas une autre civilisation qui a produit ce son, mais des électrons. Chaque planète produit son propre son. Il est créé lorsque les particules chargées du vent solaire et de la magnétosphère de la planète interagissent les unes avec les autres. C'est ce qui s'est passé sur Ganymède. Les électrons de son champ magnétique, où la sonde spatiale a capté le signal, agissaient de façon plus étrange que d'habitude. Et cela a amplifié certaines fréquences irrégulières. Tu es très embarrassé et tu passes le reste de la nuit à passer des appels et à annoncer la nouvelle à ton équipe. L'agence qui t'a interviewé publie une déclaration. Ils expliquent qu'en réalité, aucune civilisation extraterrestre n'est en train d'essayer de nous contacter. Tu t'assieds à ton bureau en attendant que le prochain événement important se produise. Tu t'assieds à ton bureau en attendant que le prochain événement important se produise. Europa est une autre des lunes de Jupiter qui pourrait abriter la vie. Elle est composée d'un noyau de fer, d'un manteau et d'un océan salé qui fait 2 fois le volume de tous les océans de la Terre. Et tout comme Ganymède, l'océan se trouve sous une couche d'eau glacée.
Les scientifiques affirment qu'il pourrait même y avoir des volcans actifs et que des bactéries résistantes pourraient y vivre. Avec suffisamment d'eau, certains composés chimiques et une source d'énergie, Europa pourrait abriter la vie. Mais il est peu probable que nous y trouvions autre chose que de minuscules microbes. Imagine sortir de ta navette spatiale et poser le pied sur la surface de la Lune. Sous tes pieds, le sol est recouvert d'une matière fine qui ressemble à de la poudre. C'est la poussière lunaire. Tu regardes autour de toi et prends une bouffée d'air frais. L'odeur est très différente de celle de l'air sur Terre, mais elle est tout de même agréable. Malheureusement, tout cela est très improbable. Notamment parce que la Lune n'a presque pas d'atmosphère. Le satellite naturel de la Terre est trop petit, moins de 2% de la masse de notre planète. Pour cette raison, son champ magnétique n'est pas assez puissant pour conserver une atmosphère. Même si la Lune en possédait une, les vents solaires la souffleraient immédiatement. Mais si tu pouvais visiter la Lune il y a 3 ou 4 milliards d'années, ce que tu verrais serait très différent. À cette époque, elle disposait très probablement d'une atmosphère. En ce temps-là, notre satellite était parcouru par de puissantes éruptions volcaniques. Des gaz se répandaient sur toute sa surface. Et ça se passait si vite qu'ils n'avaient pas le temps de se répandre dans l'espace. La surface lunaire était alors couverte de bassins, et ceux-ci étaient remplis de basalte volcanique. Imagine ça, d'énormes panaches de magma s'élançant dans les airs, retombant sur le sol en d'immenses coulées de lave. Voilà comment les bassins de basalte sont apparus sur la surface de la Lune. Au XXe siècle, nos scientifiques sur Terre ont réussi à obtenir des échantillons rapportés de la Lune. Ils ont découvert que dans les coulées de lave lunaire, il y avait non seulement du monoxyde de carbone et du soufre, mais aussi les éléments constitutifs de l'eau. Grâce à ces échantillons, les chercheurs ont pu calculer la quantité de gaz qui s'était élevée pour former l'atmosphère. Et ils ont découvert que c'est il y a environ 3,5 milliards d'années qu'elle était la plus dense. Et aussi qu'elle a persisté pendant à peu près 70 millions d'années. Après ça, pouf, l'atmosphère s'est évaporée dans l'espace. Mais le plus cool, c'est que lorsque la Lune possédait une atmosphère, notre satellite était 3 à 10 fois plus proche de notre planète. Une simulation informatique a même indiqué que la Lune était peut-être près de 19 fois plus proche de nous qu'elle ne l'est aujourd'hui. On pense qu'elle se trouvait alors à quelques 30 000 km, alors que de nos jours, elle se trouve à environ 390 000 km. C'est pourquoi la Lune avait l'air beaucoup plus grosse dans le ciel. Malheureusement, à cette époque, il n'y avait même pas de dinosaures pour profiter de la vue. Et moi non plus, je n'étais pas là. En même temps, selon les études les plus récentes, notre Lune aurait bel et bien une atmosphère. Elle est composée principalement d'hydrogène, de néon et d'argon et contient aussi quelques autres gaz rares, comme le potassium ou le sodium. On les trouve, par exemple, dans les atmosphères de Mars, de Vénus ou de la Terre. Malheureusement, une telle atmosphère ne nous convient pas du tout. Nous sommes absolument dépendants de l'oxygène. Mais devine quoi ? Il y a aussi beaucoup d'oxygène sur la Lune. Oui, je sais, tout ça doit te paraître un peu déroutant. Mais le truc, c'est que cet oxygène n'y existe pas sous sa forme gazeuse la plus courante. Non, il se trouve piégé dans la couche de roches et de poussière qui recouvre la surface de la Lune. Cette couche s'appelle le régolithe et il contient près de 45% d'oxygène. Cela veut dire que si l'on était capable d'extraire cet oxygène, nous pourrions vivre sur la Lune ? Pas si vite. L'oxygène contenu dans ces roches est très étroitement lié aux minéraux. Et pour séparer ces éléments, il nous faudrait des tonnes d'énergie et un équipement adapté. Mais si l'on parvenait à amorcer ce processus, la Lune pourrait fournir beaucoup d'oxygène. Il existe une théorie selon laquelle la Lune se serait formée lors d'une collision entre la Terre et un autre planétoïde. Ce planétoïde devait être plus petit, de la taille de Mars. Cela s'est probablement produit il y a environ 4,5 milliards d'années. Selon une autre théorie, la Lune était autrefois un astéroïde ou un autre corps vagabond du même genre. Elle se serait formée ailleurs, quelque part dans le système solaire. Et lorsqu'elle est enfin passée près de la Terre, elle a été immédiatement happée par la gravité de notre planète. D'autres experts pensent qu'à un moment donné du passé, la Terre tournait si vite qu'une partie de sa matière s'est détachée. Et ce morceau s'est rapidement mis à tourner autour de notre planète. C'est ainsi que la Lune est apparue dans le ciel. D'après la théorie la moins passionnante, le satellite naturel de la Terre serait simplement apparu en même temps que notre planète au moment de sa formation. Actuellement, la Lune est le 5e plus grand satellite naturel de notre système solaire. C'est aussi l'un des plus denses, juste derrière le satellite de Jupiter, Io. Il est fort probable que la Lune ait un noyau minuscule, pas plus grand que 2% de sa masse totale.
Large d'environ 676 km, il est principalement composé de fer et de soufre. La surface de la Lune est sombre, même s'il s'agit de l'objet le plus brillant de notre ciel nocturne. En réalité, sa réflectance est à peine plus élevée que celle de l'asphalte. Tu as peut-être entendu dire que la Lune, ainsi que le Soleil, provoquent des marées dans les océans et les mers sur Terre. En effet, l'attraction gravitationnelle de notre satellite crée ce qu'on appelle la force de marée. Elle fait s'enfler les mers aux endroits qui se trouvent, à tel ou tel moment, les plus proches de la Lune. Ces renflements sont ce que nous appelons les grandes marées. Mais ce que peu de gens savent, c'est que la Lune fait aussi monter et descendre les roches, comme elle le fait avec l'eau. Bien sûr, cet effet n'est pas aussi visible que le sont les marées océaniques. Mais il est tout de même perceptible. La surface solide de la Terre se déplace d'environ 2,5 cm lors de chaque marée. Non seulement la Lune provoque des marées sur notre planète, mais elle ralentit aussi sa rotation. Ce phénomène est connu sous le nom de freinage par effet de marée. Il augmente la durée d'un jour sur Terre d'un peu plus de 2 millisecondes tous les 100 ans. La Lune s'éloigne aussi de la Terre à la même vitesse que celle à laquelle poussent tes ongles. Cela représente environ 4 cm par an. Tu devrais vraiment les couper. Si un jour elle s'éloigne dans l'espace, notre planète connaîtra des temps difficiles. Sans l'attraction stabilisatrice de la gravité lunaire, l'inclinaison de la Terre commencerait à changer de façon spectaculaire. De l'absence totale d'inclinaison, ce qui signifie qu'il n'y aurait pas de saison, à une forte inclinaison, ce qui entraînerait des conditions météorologiques spectaculaires. Comme la Lune n'a pas d'atmosphère, rien ne la protège des températures extrêmes. Il fait incroyablement froid du côté nuit, moins 234 degrés Celsius. Et pendant ce temps, le côté ensoleillé est littéralement en ébullition, avec une température de 121 degrés Celsius. Une autre chose dont la Lune ne peut pas se protéger sans atmosphère, ce sont les météorites. C'est pourquoi la surface du satellite est parsemée de cratères. À titre de comparaison, il y a environ 190 cratères d'impact identifiés sur notre planète. Beaucoup d'entre eux sont aujourd'hui cachés par la végétation ou remplis d'eau. Mais sur la Lune, leur nombre est beaucoup plus important. Ils s'élèvent à plusieurs millions. Et environ 5000 d'entre eux font plus de 20 km de diamètre. La Lune est moins active sur le plan sismique que la Terre. C'est pourquoi ces cratères et autres formations anciennes restent dans le même état pendant des siècles. Mais même si la surface de la Lune est en grande partie inactive, le satellite naturel de la Terre est quand même secoué de tremblements réguliers. Il se déclenche à plusieurs kilomètres de profondeur. Selon une théorie, il pourrait se produire en raison du rétrécissement de la Lune dû au refroidissement de son intérieur. Les scientifiques disent que la Lune est devenue plus petite d'environ 45 mètres en quelques centaines de millions d'années. Mais comment l'expliquer ? Imagine un raisin qui se transforme en raisin sec. Il se ride tout en rétrécissant. Voilà exactement ce qui arrive à la Lune. Elle rétrécit et se froisse. Mais contrairement au raisin, la peau de la Lune n'est pas souple. Sa surface est dure et cassante. Donc, à mesure que la Lune rapetisse, sa croûte se fissure et se brise. Ces diverses parties se chevauchent. Les chercheurs sont presque sûrs que de telles failles sont toujours actives et probablement responsables des tremblements qui secouent la Lune. Certains de ces tremblements sont assez forts, jusqu'à 5 sur l'échelle de Richter. Lorsque tu lèves les yeux vers la Lune, tu vois toujours le même côté de notre satellite. Tout comme notre planète, la Lune tourne autour de son axe. Mais cette rotation dure environ 27 jours. Et c'est exactement ce qu'il faut de temps à la Lune pour tourner autour de la Terre. Ce phénomène s'appelle le verrouillage par effet de marée. Avant qu'on ne commence à explorer l'espace, personne n'avait jamais vu l'autre face de la Lune. On ne savait pas à quoi ressemblait cette face cachée. Alors que la face visible de la Lune est principalement constituée de grandes plaines émaillées de bassins d'impact, sa face cachée est aussi accidentée que cratérisée. La croûte y est plus épaisse, avec moins de traces d'activité volcanique. Au fait, la Lune n'est pas parfaitement ronde, ou sphérique. Elle a la forme d'un œuf. Lorsque tu la regardes, l'une de ses extrémités est toujours dirigée vers toi. Oui, tout droit vers toi. C'est la raison pour laquelle son centre de masse n'est pas son centre géométrique. En réalité, il se trouve décentré d'un peu plus d'1,5 km, comme une balle de golf de mauvaise qualité. Reconnais-tu cet astre majestueux ? La deuxième plus grande planète à partir du Soleil. En effet, une géante gazeuse à l'aspect brumeux jaune-brun, c'est bien ça. 7 anneaux énormes et intimidants, tout à fait. Tu l'as compris, il ne peut s'agir que de Saturne. Et récemment, le télescope spatial Hubble a fait une découverte étonnante. Apparemment, les anneaux de la planète exerceraient sur elle une force depuis longtemps.
Une nouvelle étude a révélé que ces anneaux emblématiques réchauffaient la haute atmosphère de Saturne. Le plus intéressant, c'est que les chercheurs de la NASA affirment qu'il s'agit là d'un phénomène que le monde scientifique n'a jamais observé ailleurs dans notre système solaire. Ce secret s'est trouvé juste sous notre nez pendant 40 ans, et ce n'est qu'après avoir exploité les relevés de la planète transmis par le télescope spatial Hubble, la sonde Cassini, désormais à la retraite, et les engins spatiaux Voyager 1 et 2, que les astronomes l'ont mis au jour. Cette interaction inattendue entre la géante gazeuse et ses anneaux pourrait devenir un outil permettant de prédire quelles planètes des autres systèmes stellaires possèdent également de magnifiques systèmes d'anneaux semblables à ceux de Saturne. Alors, comment s'est-il avéré que la planète géante était en train d'être lentement cuite par ses propres anneaux? L'indice caractéristique est un excès de rayonnement ultraviolet. Il s'agit d'une raie spectrale d'hydrogène réchauffée dans l'atmosphère de la géante gazeuse. L'augmentation du rayonnement ne peut que signifier que quelque chose irradie la haute atmosphère depuis l'extérieur. On ne sait pas encore très bien comment ce processus se produit, mais l'explication la plus probable est que des particules d'anneaux glacés pleuvent sur Saturne et provoquent ce réchauffement. Mais il pourrait aussi s'agir de l'impact de minuscules météorites ou des particules du vent solaire. Le réchauffement pourrait être causé par le rayonnement solaire ultraviolet, ou par des forces électromagnétiques charriant des poussières chargées électriquement. Lorsque la sonde Cassini de la NASA a terminé sa mission et plongé dans l'atmosphère de Saturne, elle a eu le temps d'en mesurer les composants atmosphériques. Il s'est avéré que de nombreuses particules tombaient effectivement des anneaux. Mais dans tous les CA, ce processus de chauffe se produit grâce à l'influence du champ gravitationnel de la géante gazeuse. Les astronomes avaient connaissance de la lente désintégration des anneaux de Saturne. Mais comment ce processus affecte-t-il la planète? Cela mérite qu'on se penche sur la question. Bien, te souviens-tu de la sonde Cassini de la NASA dont on a parlé précédemment? Pendant plus d'une décennie, elle a étudié Saturne, partageant des clichés de la géante gazeuse et de ses lunes glacées. Elle nous a fait découvrir des mondes époustouflants où les rivières de méthane se transformaient en mers d'hydrocarbures, et où des jets de gaz et de glace projetaient des matériaux dans tout l'espace. Quoi qu'il en soit, cette même Cassini a également étudié la magnétosphère de Saturne. En effet, les forces qui agissent dans les profondeurs de la planète produisent une énorme bulle magnétique autour de celle-ci. Cette bulle est ce que l'on appelle la magnétosphère. Malheureusement, les astronomes disposent encore de très peu d'informations au sujet de ce phénomène typique de Saturne, car les champs magnétiques sont invisibles et évidemment plus simples à étudier de l'intérieur. Imagine la situation suivante. Des flux de particules chargées d'électricité en provenance du Soleil, il s'agit du vent solaire, se répandent dans le système à une vitesse de plusieurs millions de kilomètres à l'heure. Soudain, quelque chose apparaît sur leur chemin. C'est le champ magnétique de Saturne. Il protège la planète en repoussant les particules solaires. Par conséquent, les forces magnétiques du Soleil font rage à l'extérieur de la magnétosphère de Saturne, tandis qu'à l'intérieur de la bulle protectrice de la géante gazeuse, ce sont ses propres forces magnétiques qui dominent. Notre planète possède également un champ magnétique, mais sa magnétosphère est beaucoup plus petite. Et pourtant, elle nous protège efficacement des particules nocives provenant du Soleil et de l'espace. Même si Saturne est protégé par sa magnétosphère, le Soleil parvient toujours à lui causer du souci. Les vents énergétiques de notre étoile balayent la géante gazeuse, provoquant d'immenses aurores. Mais contrairement aux aurores terrestres, les aurores de Saturne ne sont observables que dans la lumière ultraviolette. En d'autres termes, elles sont invisibles depuis la surface terrestre. On ne peut les voir que si l'on voyage dans l'espace. Mais apparemment, il existerait différents types d'aurores sur la géante gazeuse. Par exemple, un autre type est provoqué par les particules chargées provenant des éruptions volcaniques qui se produisent sur les nombreuses lunes de la planète. Enfin, certaines aurores de Saturne pourraient être causées par des vents puissants qui tourbillonnent dans son atmosphère. Ces vents soufflent dans l'ionosphère, une région située en dessous de la magnétosphère. Ce même vent pourrait être responsable de la vitesse de rotation variable de la planète. Ce phénomène fait qu'il est difficile pour les scientifiques de déterminer la durée d'une journée sur la planète aux anneaux. En parlant de vent, Saturne possède un mystérieux vortex qui tourbillonne au-dessus du pôle sud de la planète. L'ensemble ressemble à une énorme tempête de type ouragan sur Terre, mais son œil mesure à lui seul près de 4000 km de diamètre.
À titre de comparaison, l'œil d'un ouragan terrestre typique ne mesure que 3 à 5 km de large. Ce qui déroute les astronomes, c'est que le phénomène s'apparente à un ouragan, mais ne se comporte pas comme tel. Il est stationnaire et continue de tourner au-dessus de la même zone du pôle sud. Et alors que les tourbillons polaires sur Terre ont des noyaux froids, celui de Saturne paraît chaud. Et maintenant, prépare-toi à une autre surprise que Saturne nous a préparée. Sur une image envoyée à la Terre par le télescope spatial Hubble, on peut voir 2 taches sombres sur le côté gauche des anneaux de la planète. Ces taches sont surnommées des spokes. Certains les ont comparées à des rayons de bicyclette. L'ombre et la forme des spokes varient. Ils peuvent sembler sombres ou clairs, cela dépend de l'angle et de l'éclairage. Parfois, ils peuvent même ressembler à des taches plutôt qu'à une forme classique de rayon radial. Ils ne durent pas non plus très longtemps, mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils devraient être de plus en plus nombreux au fur et à mesure que nous nous rapprocherons du 6 mai 2025. C'est à cette date que se produira l'équinoxe d'automne sur Saturne. À l'échelle terrestre, c'est le moment où le Soleil se trouve exactement au-dessus de l'équateur de la planète et où le jour et la nuit atteignent leur durée moyenne. Mais sur Saturne, c'est un peu différent. Comme notre planète, Saturne est inclinée sur son axe. C'est pourquoi elle connaît 4 saisons. Mais comme l'orbite de la géante gazeuse est beaucoup plus grande, chacune de ces saisons dure environ 7 années terrestres. Cet équinoxe se produit lorsque les anneaux de Saturne sont orientés vers le Soleil. Mais quelle est la cause de ces spokes? Les astronomes pensent qu'il s'agit du champ magnétique de la géante gazeuse. Lorsqu'un champ magnétique planétaire interagit avec le vent solaire, il crée un environnement électriquement chargé. Comme nous le savons déjà, sur Terre, cela se traduit par des aurores boréales. Et si nous parlons de Saturne, les plus petites particules d'un anneau glacé peuvent également être chargées. Et cela fait probablement léviter temporairement ces particules au-dessus des plus gros débris qui composent ces anneaux. Les spokes des anneaux de Saturne ont été repérés pour la première fois par la mission Voyager de la NASA. Cela s'est passé au début des années 1980. À l'époque, nous ne savions pas qu'il s'agissait d'un phénomène saisonnier. Après tout, Voyager 2 n'a fait que passer à côté de la planète et a poursuivi sa route. Pour comprendre la nature et le fonctionnement de ces spokes, les astronomes avaient besoin d'un télescope spatial capable d'observer les anneaux de Saturne de loin. C'est là qu'intervient Hubble. Le dernier équinoxe sur Saturne a eu lieu en 2009. C'est à cette époque que la sonde spatiale Cassini orbitait autour de la géante gazeuse. Elle a envoyé de nombreuses images étonnantes à la Terre, et elle a réussi à prouver assez rapidement que les spokes n'étaient pas dus à une quelconque interaction gravitationnelle avec Saturne. Pas plus qu'à l'influence des lunes et des petits satellites de la géante gazeuse qui jalonnent les anneaux de la planète. Dès 2005, Cassini a été en mesure de confirmer que les spokes étaient liés au champ magnétique de Saturne. Et même si cette mission s'est achevée en 2017, aujourd'hui encore, Hubble continue sa surveillance à long terme des changements à la surface et autour de Saturne. En dépit de toutes ces observations, les astronomes ne peuvent toujours prédire ni le début ni la durée de vie de ces spokes. Fort heureusement, les anneaux proéminents de Saturne constituent un laboratoire idéal pour étudier ce phénomène. En effet, même si les autres géantes gazeuses du système solaire possèdent également des anneaux, ceux-ci ne sont pas aussi facilement observables. Et les scientifiques ne savent pas s'il se trouve également des spokes sur ces planètes. Notre univers regorge de choses à la fois fascinantes et terrifiantes. Tu connais déjà les quasars, les trous noirs, la matière noire, tout ça, mais as-tu déjà entendu parler des horreurs de l'espace? Ça te dirait de visiter les mondes les plus bizarres du cosmos? Ce n'est pas moi qui ai fait cette liste, mais la NASA elle-même. Bienvenue dans la galaxie des horreurs, l'impressionnante collection horrifique de la NASA. Accompagne-moi à la découverte de quelques-unes de ces planètes et dis-moi ensuite laquelle t'aura semblé la plus effrayante. N'oublie pas d'attacher ta ceinture. Notre première destination est une géante gazeuse appelée TRES-2b. Elle est située à 750 années-lumière de nous. Si nous utilisions un vaisseau spatial ordinaire, il nous faudrait environ 10 millions d'années pour nous y rendre. TRES-2b est en orbite autour d'une naine jaune, une étoile semblable à notre Soleil. Et elle fait environ 1,5 fois le poids de Jupiter. Alors, qu'est-ce qu'elle a de si spécial? Eh bien, si tu as peur du noir, tu n'auras certainement pas envie de visiter cet endroit.
C'est la planète de la nuit éternelle, la plus sombre de toutes les planètes que nous connaissions. Mais elle n'est pas si éloignée de son étoile. Alors, comment ça se fait ? Le fait est que la surface de TRES-2b reflète la lumière encore plus mal que le charbon. À cause de cela, on dirait qu'il n'y a pas de lumière du tout. Si tu survolais la surface de cette planète, ce serait comme si tu avançais avec un bandeau sur les yeux. Mais attends, en fait, il y a de la lumière. Une étrange lueur d'un rouge profond entoure la surface de la planète. Cette lueur provient de son atmosphère brûlante, ce qui fait de TRES-2b une planète extrêmement chaude. L'air y est encore plus chaud que de la lave. Terrifiant, hein ? Mais tu n'as encore rien vu. Nous allons maintenant nous rendre dans un lieu encore plus horrible que celui-ci. La NASA n'a pas exagéré quand elle a dû lui choisir un surnom. Cette fois, il ne s'agit pas seulement d'une planète, mais de 3 à la fois. Elles sont également situées assez loin, à 2300 années-lumière du Soleil. Il nous faudrait environ 35 millions d'années pour les atteindre en navette. Toutes ces planètes se trouvent dans la constellation de la Vierge et elles sont toutes extrêmement légères, beaucoup plus légères que la Terre. Ces 3 exoplanètes s'appellent Poltergeist, Draugr et Phobétor. Sympa comme nom, hein ? C'est parce que chacune de ces planètes est sur le point de devenir un fantôme. Leur particularité, c'est qu'elles ne tournent pas autour d'une étoile, mais autour d'un pulsar. Les pulsars sont des étoiles à neutrons en rotation dont le champ magnétique est extrêmement puissant. Pour le dire simplement, ce sont des étoiles qui, un jour, ont explosé. Après leur explosion, elles se sont mises à émettre un signal périodique très rapide. En effet, l'étoile tourne sur elle-même à une vitesse inimaginable, plusieurs milliers de rotations par seconde. En même temps, elles émettent un fort rayonnement électromagnétique qui affecte tout ce qui se trouve autour d'elles. Tu as donc probablement déjà deviné ce qui est en train d'arriver à nos planètes zombies. Elles sont lentement et progressivement détruites sous l'influence gigantesque de ces radiations. Un jour, elles disparaîtront sans laisser de traces. Des planètes fantômes en orbite autour d'une morte vivante ? Oui, l'appellation de monde des zombies est tout à fait appropriée. Il n'est pas non plus surprenant que les scientifiques aient surnommé ce pulsar la Liche. Son nom officiel est pour sa part très long. Au moins, on peut dire qu'elle se serre les coudes avant de disparaître pour toujours. Cette planète porte aussi un nom super long, alors un peu de patience. HD-1897333b. Cette géante gazeuse se trouve à 65 années-lumière de nous. Il nous faudrait environ 1 million d'années pour y arriver à bord de notre vaisseau spatial. La masse de cette planète est légèrement plus importante que celle de Jupiter, et elle tourne autour de son étoile, une naine orange, toute seule. À première vue, elle te semblera tout ce qu'il y a de plus sympathique. Une jolie couleur bleue et des spirales à la surface. Ça ressemble un peu à un ciel d'été, ou encore à l'écume des vagues dans l'océan, tu ne trouves pas ? Mais les apparences sont vraiment trompeuses, mon ami. Cette planète doit sa jolie couleur bleu cobalt à son atmosphère brumeuse et brûlante. Elle contient des grains de silicate qui se condensent sous l'effet de la chaleur. En d'autres termes, les nuages de cette planète pleuvent du verre. Oui, il y pleut des morceaux de verre brûlant. Et si cela ne suffisait pas, les vents font rage à la surface et ils se déplacent à une vitesse de 8690 km par seconde. Juste pour comparer, le vent le plus rapide jamais enregistré sur Terre avait une vitesse de 408 km/h, soit environ 20 fois moins fort. Et à cause de cela, des centaines de milliers d'éclats de verre sont à tout moment projetés horizontalement sur toute la surface de la planète à une vitesse vertigineuse. Malheur à celui qui essaierait d'atterrir ici. Mais ce n'est pas là le seul exemple de pluies étranges dans notre univers. Par exemple, il pleut du fer fondu sur la planète Dimidium. Ou prenons ce qu'on appelle les planètes de carbone. Leur existence n'a pas encore été prouvée, mais si elles existent vraiment, elles seraient couvertes de milliers de nuages noirs et toxiques. Et il y pleuvrait des hydrocarbures ainsi que de l'asphalte liquide brûlant. Et toutes ces gouttes de pluie exploseraient en atteignant la surface. Rien de spécial, n'est-ce pas ? La planète suivante, par contre, est vraiment très étrange. Elle ne se contentait pas de tourner autour de son étoile, elle vivait à l'intérieur. Ce miracle cosmique s'appelle KOI 55b ou Kepler 70b. Cette planète se trouve très loin de nous, à 4000 années-lumière. Il faudrait environ 70 millions d'années à notre vaisseau spatial pour nous y emmener.
Elle est 2 fois plus légère que la Terre et effectue une révolution complète autour de son étoile en seulement 2 heures. Il y a longtemps, c'était une planète ordinaire semblable à la Terre et de la taille de Jupiter. Elle tournait paisiblement autour de son étoile naine rouge, KOI 55. Mais tout a changé il y a environ 700 millions d'années. Tu as peut-être entendu dire que dans quelques milliards d'années, notre Soleil commencerait à grossir et deviendrait énorme, absorbant tout sur son passage. C'est le destin des naines rouges. Tôt ou tard, elles prennent de l'ampleur et se transforment en des géantes bleues incroyablement chaudes. Et c'est exactement ce qui s'est produit avec KOI 55. Cette étoile a commencé à augmenter en taille et à se réchauffer, se transformant progressivement en une géante bleu-blanc. Elle était prête à dévorer ses planètes les plus proches. Mais KOI 55b ne s'en est pas soucié. Lorsque l'étoile l'a atteinte, cette planète s'est simplement installée à l'intérieur. En outre, après un certain temps, elle a même fini par quitter son étoile, se plaçant simplement sur une nouvelle orbite. Comment est-ce possible ? Le temps passé à l'intérieur de son étoile a transformé KOI 55b en un gros caillou chauffé à blanc. C'est l'une des planètes les plus chaudes que nous ayons découvertes jusqu'à présent. La température y atteint 6650 degrés Celsius. C'est plus chaud que notre Soleil, qui est, je te le rappelle, une véritable étoile. Et inexplicablement, son existence se poursuit comme si de rien n'était. Malheureusement, tôt ou tard, la planète finira par disparaître. Elle s'évapore lentement en raison de son atmosphère incandescente. Mais quand même, elle aura survécu à son voyage au travers de l'étoile. Ce qui est loin d'être une prouesse ordinaire, c'est le moins qu'on puisse dire. Quelle force de volonté! Cependant, toutes les planètes n'ont pas autant de chance. Certaines se voient graduellement détruites par leur étoile. Cette dernière planète est tristement solitaire. Elle est située à 870 années-lumière de nous. Notre voyage en vaisseau prendrait environ 25 millions d'années. La masse de cette planète est environ 1,5 fois plus importante que celle de Jupiter. C'est un endroit aussi triste que sombre. Cette géante gazeuse condamnée, qui ressemble beaucoup à Jupiter, tourne autour de son étoile toute seule. En même temps, elle est située si près de son astre que sa période orbitale ne dure qu'1 jour. Bien sûr, à cause de cette proximité, l'étoile absorbe progressivement WASP-12b. Sa chaleur intense détruit et dévore lentement l'atmosphère de la planète. Il ne lui reste qu'environ 10 millions d'années. Mais voici quelque chose d'encore plus intéressant. À cause d'un rare phénomène d'étirement, WASP-12b a désormais la forme d'un œuf. Elle ne ressemble même plus à une vraie planète. Et elle est aussi très chaude. La température de surface de cette géante gazeuse est de 2204 degrés Celsius. De plus, un spectrographe des origines cosmiques, ou SOC en abrégé, a découvert que la planète échangeait de la matière avec son étoile. Elles sont situées si près l'une de l'autre qu'elles se passent une partie de leurs éléments chimiques. C'est un phénomène courant dans les systèmes d'étoiles binaires très rapprochés, mais c'est la première fois que les scientifiques constatent un tel fait dans une relation étoile-planète. Un système vraiment unique. Franchement, si on me garantissait une sécurité totale, je serais enchanté d'aller faire un tour sur quelques-unes de ces planètes. Et toi, fais-le moi savoir dans les commentaires. Le télescope spatial Hubble a été placé en orbite terrestre basse à partir de 1990. Quand on y pense, il a accumulé plus de 30 ans d'expérience à scruter différents objets à travers l'espace. Il doit son nom à l'astronome Edwin Hubble et a été construit par la NASA. Il fait également partie du programme des grands observatoires de la NASA, qui inclut l'observatoire de rayonnement gamma Compton, l'observatoire de rayons X Chandra et le télescope spatial Spitzer. Le télescope spatial Hubble a été construit pour explorer l'univers et répondre à certaines questions primordiales, telles que la formation et l'évolution des galaxies et comment l'univers lui-même a pu changer au fil du temps. Ce télescope a conduit à de nombreuses découvertes importantes, notamment en fournissant des preuves de l'existence de la matière noire et en aidant à déterminer la vitesse d'expansion de l'univers. L'une des images les plus célèbres prises par le télescope spatial Hubble est celle des piliers de la création. Il s'agit d'un cliché d'une région de la nébuleuse de l'Aigle où naissent de nouvelles étoiles. La photo, prise en 1995, montre d'immenses piliers de gaz et de poussière qui s'élèvent au-dessus de la nébuleuse. Elle est devenue l'une des photographies les plus emblématiques de notre univers.
Le télescope spatial Hubble continue de fonctionner et de permettre d'importantes découvertes scientifiques, et ce en dépit de quelques difficultés techniques initiales. En 1993, un problème dans le miroir principal du télescope a été découvert, qui affectait sa capacité à focaliser correctement la lumière. Une mission de répartition du télescope a été affrétée en 1994 pour résoudre le problème, et depuis lors, le télescope continue de fonctionner parfaitement. L'une des découvertes les plus intéressantes effectuées par cet incroyable télescope est à vrai dire assez récente. Un rapport basé sur les données du télescope spatial Hubble montre qu'il règne une faible lueur dans l'espace autour du système solaire, que nous sommes pour l'heure bien incapables d'expliquer. Étant donné qu'on n'en a pas encore identifié la source, les astronomes surnomment cette lueur mystérieuse la lumière fantôme. Nous savons par ailleurs qu'elle ne provient pas des étoiles ou des galaxies proches du système solaire. Elle n'est pas non plus due à la poussière qui s'y trouve en suspension. Les chercheurs n'ont aucune certitude quant à sa source, mais certains pensent qu'elle pourrait provenir des infimes débris de roches et de glace laissés par les comètes dans leur sillage. Mais ce n'est là qu'une théorie qui attend encore d'être confirmée. Lorsque nous étudions l'univers, nous découvrons sans cesse des objets brillants comme des planètes, des étoiles ou des galaxies entières. Mais de temps à autre, nous détectons une lumière qui provient du dernier endroit où l'on pourrait s'y attendre, comme l'espace entre les planètes par exemple. Celle-ci pourrait venir des tréfonds de notre système solaire, et il pourrait s'agir d'un phénomène nouveau, encore jamais étudié auparavant. En d'autres termes, il se peut qu'il y ait quelque chose qui émette énormément de lumière au beau milieu de notre galaxie. La sonde spatiale Voyager 1 a également rapporté des images montrant beaucoup de lumière en provenance de la limite même de notre système solaire. Comment se fait-il que nous ne l'ayons jamais remarqué jusqu'à présent? Eh bien, l'essentiel de la lumière dans les clichés pris par Hubble provient d'objets proches de la Terre. Mais les chercheurs font généralement abstraction de cette lumière, préférant s'intéresser à des corps plus lointains comme les étoiles et les galaxies. On n'avait jamais vraiment interrogé de près la quantité de lumière dans l'univers, ni sa provenance. Les scientifiques se sont donc attelés à la recherche de galaxies de faible luminosité qui auraient pu être manquées auparavant et qui pourraient être la source de cette fameuse lueur. Ils ont constaté que la quantité de telles galaxies ne suffisait pas à expliquer cette luminosité supplémentaire dans notre voûte céleste. On ne parle pas de beaucoup de lumière cependant, elle correspond grosso modo à la lueur de 10 lucioles. Mais cela ne la rend pas moins importante et montre qu'il nous reste encore bien des choses à découvrir. Penchons-nous maintenant sur d'autres découvertes majeures faites à l'aide du télescope Hubble, comme la matière noire, que nous ne pouvons pas voir, mais dont nous observons la présence en raison de son effet sur la gravité. Elle représenterait environ 23% de l'univers. En observant comment elle affectait la lumière, le télescope Hubble a aidé à créer des cartes en 3D des endroits où se trouve la matière noire. Ces cartes ont montré que cette dernière semblait s'agglomérer au fil du temps, ce qui signifie qu'elle se comporte d'une manière très similaire à la gravité. Le télescope Hubble a également découvert 2 nouvelles lunes autour de Pluton, baptisées Nix et Hydra, et a étudié la surface changeante de la planète naine. De plus, il a aidé à déterminer la masse de la planète Eris, qui est plus grande que celle de Pluton. Cela a conduit les scientifiques à réaliser qu'il pourrait y avoir des objets similaires dans la ceinture de Kuiper, une région située à la bordure de notre système solaire. C'est également cela qui a motivé la reclassification de Pluton en tant que planète naine. De plus amples observations de ces objets lointains pourraient nous aider à mieux comprendre l'évolution de notre système solaire. Les sursauts gamma sont les explosions les plus puissantes de l'univers, et pendant longtemps, personne ne savait d'où elles provenaient. Hubble nous a aidé à découvrir que ces sursauts avaient lieu dans des galaxies produisant beaucoup d'étoiles et contenant peu d'éléments lourds. Ceci suggère que les sursauts gamma se produiraient lorsque de grosses étoiles s'effondrent en trous noirs. En effet, ces galaxies abritent de nombreuses étoiles géantes qui tendent à se désintégrer rapidement, et en l'absence de matière lourde, elles sont susceptibles de se transformer en trous noirs. En 1994, la comète Shoemaker-Levy 9 est entrée en collision avec Jupiter. Hubble a capturé l'événement en détail, tel un reporter intrépide. L'impact a brisé la comète en de nombreux morceaux, ce qui a provoqué 21 autres collisions visibles. Le plus grand impact a produit une boule de feu et une tache sombre à la surface de Jupiter. Les observations d'Hubble ont non seulement suscité l'intérêt du public pour les impacts cosmiques, mais ont également fourni de nouvelles informations sur l'atmosphère de Jupiter. Pour poursuivre notre liste des découvertes effectuées par le télescope Hubble, il nous faut également parler des trous noirs. Ce sont des points dans l'espace où la gravité est si importante que la lumière elle-même ne peut en réchapper. Elle y est si forte que la matière se trouve comprimée dans un espace extrêmement réduit. Nous savons que cela peut se produire lorsqu'une étoile, comme le Soleil, approche de la fin de sa vie.
Au début de son existence, l'hydrogène d'une étoile s'enflamme dans son noyau dense et chaud, et en raison de la gravité, elle tente à attirer sa propre masse vers un minuscule point central. Tant qu'elle dispose de l'énergie générée par la fusion de l'hydrogène, elle pousse également vers l'extérieur. Si nous prenons tout cela en compte, la vie d'une étoile dépend d'un équilibre délicat entre ses forces, et peut durer des millions, voire des milliards d'années. Une fois cette énergie épuisée, la seule force restante est celle de la gravité. C'est ainsi que certaines étoiles deviennent des trous noirs. Étant donné que la lumière elle-même ne peut échapper à leur attraction, nous sommes incapables de les percevoir. Ils sont invisibles à l'œil humain et nous avons donc besoin d'outils spéciaux et de télescopes uniques pour nous aider à les repérer dans l'univers. Hubble a découvert que la plupart des galaxies ayant un amas central d'étoiles présentaient probablement des trous noirs supermassifs. Il a également remarqué un lien étroit entre la taille de ces trous noirs et celle de leurs galaxies hôtes, ce qui pourrait nous aider à comprendre comment l'univers a évolué au fil du temps. Mais alors, qu'est-ce qu'un trou noir supermassif, pourrais-tu te demander ? Eh bien, c'est un très grand trou noir qui se trouve généralement au centre d'une galaxie. Il est des millions, voire des milliards de fois plus massif que ne l'est notre Soleil. Ces trous noirs sont si puissants qu'ils peuvent dévorer des étoiles et même des galaxies entières. Les scientifiques étudient encore ces objets mystérieux, mais ils pensent qu'ils jouent un rôle crucial dans la formation et dans l'évolution des galaxies. Avant Hubble, nous ne savions pas vraiment quel était l'âge exact de l'univers. Cela a pu souvent conduire à des paradoxes étranges, comme celui où des étoiles découvertes par les astronomes semblaient plus vieilles que l'univers lui-même. Mais en calculant le taux approximatif d'expansion de l'univers, Hubble nous a permis de déterminer précisément son âge. Environ 13,75 milliards d'années. Déterminer l'âge exact de l'univers est une question cruciale. En effet, la plupart des astronomes estiment que l'univers n'a pas existé depuis toujours, mais qu'il est apparu dans une boule de feu immensément dense et que l'on appelle le Big Bang.